Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Regard Croisé. Regard Croisé aujourd'hui, nous avons comme invité M. Abdallah Yattara, il est consultant. Cher Yattara, bonsoir. Bonsoir M. Antoine. La semaine? Oui, ça va, tranquille. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Salut à mes co-débatteurs et bonne émission à nous tous. Merci bien. En plus de M. Yattara, il y a Dr Amadou Touré, il est enseignant-chercheur. Dr Touré, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir aux co-débatteurs. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci bien. Et la troisième personne, c'est M. Badi Aïdara, il est expert statisticien. Et Aïdara, ça faisait plus longtemps. Effectivement, merci pour l'invitation. Bonsoir et bienvenue. Ça va bien? Très bien. D'accord. Aujourd'hui, Regard Croisé, nous avons quelques thèmes. Nous allons parler de l'arrestation de certains militaires et civils. Donc, pour les infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République, comme dit le communiqué. Donc, ensuite, il y aura la rencontre Trump-Poutine. Donc, les deux superpuissances ils se sont rencontrés en Alaska. Donc, quelles conséquences pour le monde entier? Nous allons terminer avec les hommages suite au décès de M. Etchebile Dramé. Donc, nous disons bonsoir à tous les invités. On analyse, on décrypte et c'est parti. Je vais vers M. Yattara. M. Yattara, nous avons appris à la télévision, à l'ORTM, donc un communiqué lu par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, l'arrestation de certains militaires et civils, comme le communiqué le dit, pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Quand vous avez vu le communiqué, quelle a été votre analyse après? Merci bien. Je crois que je me limiterai au communiqué. Je ne qualifierai pas d'infraction pénale. Je laisserai peut-être au magistrat de pouvoir qualifier les actes. Maintenant, à l'analyse du communiqué, je peux le disséquer en deux parties. La première partie, c'est que d'abord des indices qui concourent effectivement qu'on était dans une déstabilisation des institutions. Je citerai d'abord le nom de Ouattara qui est sur la liste des 10 là, je crois, et qui avait été arrêté en 2014 pour tentative de coup d'État et échoué malheureusement et qui a été jugé condamné. Et je crois que rayé et puis réintégré encore dans l'armée. À l'époque, il était lieutenant, je crois qu'avant son arrestation, il était capitaine. Il avait été promu au grade de capitaine. Et c'était un béret rouge. Et aussi l'existence de deux noms qui travaillent à la DMTH, la direction de matériel de transport et des hydrocarbures. Vous savez, pour un coup d'État planifié, il est difficile de l'exécuter sans que la DMTH ne participe. Parce que c'est là où il y a les armements et c'est là où il y a le carburant aussi. Et troisième aussi indice qui concourt à ça, c'est que on a aussi la présence d'un militaire français, effectivement c'est un militaire français, qui existe, qui selon les informations est deuxième secrétaire à l'ambassade de France au Mali, mais tout compte fait c'est un militaire. Donc son nom figurant sur la liste quand même fait planer quelques doutes au regard même de sa fonction de lieutenant-colonel de l'armée de l'air. Mais aussi, en tout bon malien aussi, dernier indice qui concourt à ça, en tout bon malien, on doit d'abord croire au premier chef à un communiqué officiel. Parce que ça émane de nos autorités, et ça émane du gouvernement, et forcément en bon malien, on doit d'abord le partager et l'accepter. Même si, moi je l'ai dit, même si souvent par extrapolation, souvent il y a par extrapolation, on arrive à un certain niveau où peut-être ce n'est pas totalement vrai, parce qu'un communiqué officiel, il faut le dire aussi, ce n'est ni la Bible ni le Coran, mais en bon malien, quand ça émane des autorités, il faut l'accepter. Même si souvent, un communiqué officiel, il est toujours dit, dans un communiqué officiel, il y a toujours une part de vérité là-dedans. Maintenant, là où je me pose quelques questions, c'est que d'abord, les non-figurants sur la liste, je n'ai pas vu d'officier qui est dans la chaîne de commandement. Vous savez, en 1968, pour pouvoir réussir ce coup d'État en 1968, il y avait Moussa Traoré qui était là, le lieutenant Moussa Traoré qui avait déjà en main Kati.
Donc c'était très facile. Et en 1991, vous savez, il y avait Atiti qui avait en main le camp paradis du Coroni, il y avait Kafuguna qui était chef d'état-major de l'armée de terre, il y avait Anatole Sangare qui était le directeur de la sécurité d'État, et j'en passe. Et Ouattara aussi qui avait le camp de Kati. C'est très facile, c'est les gens qui figuraient parmi la chaîne de commandement. Excepté en 2012 où c'est parti d'une mutinerie au sein de la garnison de Kati et qui a abouti finalement à un coup d'État. Mais en 2018, en 2020 je crois, quand vous prenez la liste, le général Assim, alors colonel, avait en main les forces spéciales et Ouagé était chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air et que Diao était commandant adjoint du camp de Kati. Vous comprenez, donc ils faisaient tous partie de la chaîne de commandement. Bon, moi je crois que quand on ne figure pas dans la chaîne de commandement, il est très difficile de réussir un coup d'État. Et les militaires le savent. Et un militaire aguerri tel que le sont les Abbas, les Nima Sagara et autres, et ils savent effectivement qu'ils réussissent un coup de force sans être dans la chaîne de commandement, c'est très difficile. Deuxième indice, deuxième élément qui met un peu le but dans ma tête, c'est que déjà en 2021, on avait aussi enfermé certaines personnes pour tentative de déstabilisation des institutions, les Rassibach et autres, et Kansa aussi, qui était directeur de la RGD, la recette générale du district, et c'était le père général aussi du district, je crois, avec un militaire, mais finalement ça s'est soldé par un non-lieu au niveau de la Cour suprême. Effectivement, dès la première instance, le juge d'instruction avait les amis en liberté provisoire. Le progrès de la première instance avait fait appel, on n'est pas dans la chambre d'accusation de la cour d'appel et qui avait fait. Déjà, c'est un communiqué, peut-être l'étape judiciaire. Voilà. Non, voici forcément. Donc, effectivement, quand vous analysez ces différents éléments, ça amène un peu le doute. Et le fait qu'aucun de ces deux éléments ne figure dans la chaîne de commandement et qu'il y avait aussi une première tentative de déstabilisation qui s'est soldée aussi par un lieu sous cette même transition, ça m'amène aussi à me poser quelques questions. D'accord. Donc, voyez-vous, se partager entre accepter la version officielle et aussi mon analyse personnelle et qui me dit qu'il faut quand même que je me pose certaines questions. Voilà. Merci bien, M. Yattara. Directement, on va enchaîner avec M. Badi. M. Badi, avec ce communiqué et vraiment la publication des photos, quand vous avez vu ça, réellement, quel a été votre regard là-dessus? Alors, mon regard d'abord sur le fait en lui-même. Je pense qu'il s'agit là, si les faits sont avérés, d'actes très graves. La justice suivra son cours. Et je pense qu'il est important de se rappeler un peu l'histoire, parce que qu'il y ait eu des tentatives de coup d'État, de complot, de déstabilisation, c'est tout à fait normal. Je pense que ce n'est pas la première tentative depuis le début de la transition. Et quand ce genre d'événement arrive, ça nous permet de regarder dans notre passé. Vous n'êtes pas censé ignorer que les anciennes colonies françaises, donc communément en Afrique de l'Ouest, sont les pays où il y a le plus de coups d'État en Afrique. C'est les champions des coups d'État. Et nous savons aussi que beaucoup de coups d'État ont été documentés, des documents ont été classifiés, prouvant à souhait l'implication de certaines puissances étrangères dans les coups d'État. Ce n'est pas nouveau. Et ces événements m'inspirent à dire que malheureusement, l'histoire se répète. Je pense que ce genre d'acte doit nous amener à prendre conscience de plus d'unité, parce que on a pris une voie très difficile, celle de combattre l'impérialisme, celle de combattre le néocolonialisme. Or, ce même néocolonialisme a pour mode d'action les coups d'État, les tentatives de déstabilisation. Et donc, face à cela, les Maliens doivent faire énormément attention au message qu'ils véhiculent, énormément attention à la cohésion au sein de notre armée, de considérer l'armée comme unique, républicaine, appartenant à l'ensemble des Maliens,
de ne pas personnaliser un certain nombre de sujets ou de débats, ou même un certain nombre de personnes. Notre armée est constituée essentiellement d'hommes vaillants, tous sans exception. Chacun participe à sa manière, à son niveau, à son rôle, mais ils ont tous une importance dans ce qui se passe. Et on dit aux Maliens que cela ne nous étonne guère. Des coups d'État où des puissances étrangères sont impliquées, c'est normal. Les enjeux au sein de la sous-région sont énormes. Il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels l'impérialisme se basait, qu'on est en train de démanteler un à un. Et je suis sûr et je suis persuadé de cela. Au quotidien, ceux qui sont contre cette voie-là, ceux qui sont contre ce chemin-là, essaieront d'arrêter ce processus-là. Par tous les moyens possibles. Et ils l'ont d'ailleurs dit souvent officiellement par des chefs d'état-major, par des directeurs de renseignement, en disant que ce n'est pas fini. Ils n'ont pas lâché, ils reviendront d'une manière ou d'une autre. Et nous devons être prêts pour ne pas tomber dans les erreurs du passé. Si les Burkinabés avaient pu éviter ce qui s'est passé avec Thomas Sankara, peut-être que le Burkina serait aujourd'hui l'un des pays les plus développés au monde. Donc, à chaque fois que les pays africains essayent de prendre des chemins que des acteurs, des présidents africains, que ce soit démocratiquement élus ou pas, venus par coup d'État, peu importe, à partir du moment où des dirigeants africains essayent de s'émanciper, il y a forcément des assassinats, des sabotages, toujours orchestrés par des puissances extérieures, avec la complicité de nos frères noirs. Malheureusement. Donc nous allons vers le docteur Touré. Docteur Touré, avec les mots que nous avons entendus dans le communiqué, les conséquences peuvent être très très lourdes pour ces personnes. Oui, tout à fait, Antoine, tout à fait. Donc, prime abord, je rends hommage d'abord aux forces de renseignement, aux forces FAMA, au peuple malien, grâce à l'unité. L'unité reste intacte. Et aussi, le peuple malien a pu surmonter cette épreuve en montrant notre fibre patriotique. Initions, malgré notre diversité, malgré nos différends, ce qui nous unit tous sur le Mali, c'est les FAMA, c'est les services de renseignement, qui sont nos sentinelles silencieuses de notre liberté. Maintenant, pour rappel, dans le contexte, dans le contexte, qu'est-ce qui a été dit? C'est l'arrestation d'un groupuscule visant à déstabiliser la République du Mali avec l'aide étrangère dirigée par les services de renseignement. Ça, c'est le contexte pour que les gens puissent comprendre. Donc là où il faudrait rendre hommage encore aux services de renseignement. Quant aux auteurs, c'est des militaires, dont 2 généraux, et un agent français impliqué dans une conspiration subversive contre le Mali. Donc, pour dire qu'ici, il y a la probabilité d'une participation d'un État étranger à travers l'implication de ce Français. Donc, pour les motivations, les gens se posent naturellement la question, qu'est-ce qui pouvait ou qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans les motivations, il y a 2 hypothèses possibles. La première hypothèse peut être des frustrations, connaissant que c'est des frustrations. Ça peut être aussi des ingérences, d'implications d'États étrangers. Pour rappel, nous ne sommes pas en sainteté, pas seulement avec la France, nous sommes pas avec beaucoup de pays voisins qui peuvent se donner l'opportunité pour, à travers quels que soient les moyens de bord, pour essayer de déstabiliser la transition qui suit une voie qui ne plaît pas à tout le monde. C'est une transition, comme on l'a dit, la refondation, ce n'est pas un chemin tout à fait rose, c'est un chemin ambitieux de parcours d'ambition, c'est un parcours de combattant. Donc sur les conséquences, pour revenir aux conséquences, c'était ma question, les conséquences, on a vu, c'est des actes graves. Les peines lourdes à perpétuité, condamnation, etc. La justice va suivre son cours, mais ce qui est dit, c'est les peines, c'est des peines lourdes. Dans tous les cas, si la justice est déjà saisie, les conséquences peuvent être des conséquences lourdes, allant à la perpétuité, allant à la peine de mort, ça c'est de façon pénale. Il faudrait que la justice aussi, elle va faire son travail. Comme l'a dit dans le communiqué, la justice a été saisie.
Et aussi pour deuxième conséquence qui n'est pas pénale, qui est une conséquence très motivée, ça n'a pas touché la cohésion militaire. La cohésion militaire reste intacte. Malgré ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a constaté? Les militaires, les femmes, les civils, les populations, tout le monde a le moral au beau fixe, que ce soit les troupes, que ce soit les hommes de commandement, que ce soit les théâtres d'opération. C'est que les gens pensaient que ça va jouer sur ça va jouer de façon générale sur la cohésion. La cohésion militaire reste intacte. Maintenant, notamment les enseignements qu'on peut tirer, notamment pour moi, le premier enseignement, ça n'a donné qu'un soutien populaire à la transition, y compris les femmes entre eux, il y a une unité, les populations, que ce soit maliennes de l'intérieur comme de l'extérieur, et aussi, deuxième enseignement, ça renforce la souveraineté. Ça montre aux autorités que la voie, comme l'a souligné Badi, ce n'est pas une voie facile. Le chemin emprunté ne plaise pas. Il faudrait qu'on s'arme de courage pour une fois, pour qu'on puisse aller à bout. Donc, comme troisième enseignement, c'est l'échec assuré à tout ce qui a eu comme projet de désinformation, de déstabilisation ou de tentative. Et pour finir, qu'est-ce qui se passe encore? Cet événement n'a fait que renforcer la cohésion entre les femmes et le peuple et les autorités de la transition. D'accord. Et M. Yatara, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire vraiment à tous les Maliens du Mali ici comme dans la diaspora, vraiment pour l'union sacrée? On parle toujours de l'union sacrée des Maliens, il faut être unis, l'unité. Mais en réalité, je pense que Nemina Passé aussi l'avait dit. Donc l'union, ce n'est pas les mots, ce sont les actes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment les Maliens puissent rester unis autour des idéaux vraiment pour le développement de notre pays? Vous savez, le général d'armée Assimi avait dit dans son discours à la nation le 31 décembre 2024 que l'élan de solidarité et le désir de patriotisme ne doivent pas s'essouffler. Je crois que ça veut dire qu'il faut... C'est à tous les niveaux qu'à personne ne doit se sentir écarté. Non, il a dit qu'il ne doit pas s'essouffler pour le bonheur de la population. Donc c'est une flamme qui doit être entretenue. Mais vous savez, moi je pars toujours du principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Vous comprenez? Et tant qu'une affaire n'est pas judiciarisée, tant que le procureur n'a pas dressé son réquisitoire ou son acte d'accusation, et qu'on passe au jugement et qu'il soit jugé coupable et condamné, je m'érige toujours en défenseur du principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Cependant, aujourd'hui, on a plus que besoin, pas seulement pour cet acte, pour ces faits, mais on a plus que besoin d'unité et de cohésion sociale, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la société aussi, de la population. Parce qu'il y a une lutte contre la communication, surtout les réseaux sociaux aujourd'hui. Vraiment, il y a quelques jours là, on a entendu toutes sortes de choses, vraiment c'était compliqué. Oui, vous savez, parce qu'on a laissé faire depuis longtemps on a laissé faire ça. On a laissé les sites web se propager, on a laissé les gens dire excusez-moi du terme un peu du n'importe quoi sans pour être condamné. Je crois qu'on est victime aujourd'hui de ça. Et donc moi je privilégie la cohésion, non seulement au niveau de l'armée, mais aussi au niveau de la population aussi. Mais il faut qu'on sache que la version qui circule aussi en dehors du communiqué officiel, c'est que tout est parti d'une réunion dans la nuit du 25 au 26. Je crois qu'il faut s'en tenir au communiqué. Non. Ouais, il y a beaucoup de sorties sur les réseaux sociaux. Non, je viens. Mais je crois que on va articuler le débat autour du communiqué officiel. Je vous comprends parfaitement. Mais il va aussi falloir situer aussi les choses dans leur contexte. Vous comprenez? Ça aussi, on a aussi droit à informer aussi. Vous comprenez? Donc, c'est pas que je remets en cause le communiqué officiel. Je l'ai dit en bon malien, quand les autorités lisent des communiqués, j'ai le droit à prime abord de partager à 100% le contenu de ce communiqué-là. Ça, c'est le rôle de tout bon malien. Comprenez? Peut-être chemin faisant, on peut peut-être au fil des jours, des semaines, on peut peut-être aussi réfléchir et voir est-ce qu'en réalité ce communiqué tient ou pas. Ça c'est normal. On est obligé de réfléchir, on est obligé de lire aussi entre les lignes. Vous comprenez?
Donc aujourd'hui, plus que ça, il faut la cohésion autour de l'armée. L'armée n'a pas besoin d'être divisée aujourd'hui. L'armée doit avoir comme seul objectif aujourd'hui la lutte contre le terrorisme et le djihadisme aujourd'hui. Ça doit être le seul objectif aujourd'hui de nos forces armées et de sécurité. Et c'est pour cela, très honnêtement, l'armée étant une grande miette, j'ai pas aimé en fait qu'on étale sur la place publique ce qui s'est passé. Moi, j'aurais voulu, après leur arrestation, qu'on transmette le dossier à la justice et que la justice s'en occupe. Et puis, s'il y a des griefs qui sont retenus contre eux, que publiquement, que le procureur en charge du dossier éclaire aussi l'opinion. Mais je crois que les arrêter comme ça, les filmer, les mettre sur l'antenne nationale, et je crois pratiquement, j'ai dit qu'ils sont déjà condamnés sans être jugés. Donc ça, c'est ce qu'il faut vraiment éviter. Et ça me rappelle un peu ce que j'ai dit le mardi 28 février 1978, quand Moussa Traoré a arrêté les Tchekoro Kissema et Karim Dambélé. Et je crois que c'est ce qui s'est fait. Il les a fait, à l'époque, il n'y avait pas la télé, effectivement, il avait lu sur le quotidien national, et ardoise au cou de chacun, et on les a photographiés, et c'était la une de l'essor. Vous comprenez? Et ce qui s'est passé après, on le sait. Vous comprenez? Donc je crois que j'étais déjà à la vindicte populaire, sans pour autant que la justice dise son dernier mot. Et pour moi, le dernier mot doit revenir à la justice. Vous comprenez? Et c'est ce que j'ai dit, c'est une grande miette. L'armée a besoin de cohésion. On n'aurait pas du tout étalé sur la place publique sans pour autant que transmettre le dossier à la justice et que le procureur en charge fasse son réquisitoire pour vraiment dire réellement ce qui s'est passé et informer l'opinion nationale et internationale. Merci Pierre. Monsieur Badi Aïdara, pour sortir de ce thème-là, toujours ce mot cohésion sociale. Donc la répétition, elle est pédagogique. Donc que faut-il faire aujourd'hui vraiment pour que tous les Maliens, à tous les niveaux, pour que nous soyons unis? Déjà, de prime abord, nous ne devons pas prendre à la légère les complots et d'autres tentatives de déstabilisation à l'encontre de notre pays. Je pense que je l'ai dit dans ma première partie, quand on regarde l'histoire et quand on regarde le contexte géopolitique actuel, nous le savons, même si l'État ne communique pas dessus, qu'il y a des tentatives de déstabilisation qui se font à longueur de journée et les services de renseignement sont en alerte. C'est le contexte même qui le veut. Et donc, nous qui sommes des citoyens maliens, nous devons d'abord prendre ces choses-là au sérieux et montrer que la voie que nous sommes en train d'adopter, nous tenons à cette voie. Manifester notre solidarité par rapport à ce chemin-là, manifester notre volonté que ce processus aille au bout. Et je pense que ce qui va dissuader les complots, c'est d'abord notre unité, notre cohésion. C'est d'abord le fait que les gens qui veulent déstabiliser se rendent compte que le pouvoir va dans une direction qui est important pour nous, et c'est ça qui va permettre aux Maliens de dire non, nous ne voulons pas de cela. Et d'autant plus que nous n'avons aucun intérêt à cela. Nous avons entamé un chemin assez important. Et je dis à Yattara, de toutes les façons, s'il y a des tentatives de complot, rien n'interdit d'énumérer les faits, les personnes. D'ailleurs, l'enquête qui a conduit à arrêter ces personnes date de assez longtemps. Donc du coup, il n'y a rien qui me choque dans le fait qu'on dise que telle ou telle personne ont eu à faire des tentatives de déstabilisation. Maintenant, c'est à la justice de le confirmer ou pas. Mais l'État, les services de l'État vont amener les éléments nécessaires. De toutes les façons, ce n'est pas Yattara qu'on est venu attraper pour déstabilisation. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Touré. Si c'est ces personnes-là, c'est qu'il y a des éléments. Donc, mettre ces éléments-là à la connaissance des Maliens, c'est tout à fait normal. Maintenant, le règlement définitif de cette affaire sera porté devant la justice, naturellement. Donc, je ne vois pas de problème en cela. D'accord. Et pour sortir toujours, quelques jours avant vraiment ce communiqué-là, vraiment les réseaux sociaux étaient surchauffés. Vraiment, c'est-à-dire qu'en ouvrant même le téléphone, il y avait tout le monde parlait vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez dire un mot sur ça? Écoutez, je m'en vais vous donner quelques éléments qui se sont passés au Mali autour de 2015, 2016, 2017, qui sont passés un peu inaperçus.
vous savez, depuis 2015-2016, la France avait commencé à constater que les Russes étaient en train de les dominer en termes de communication, d'occupation informationnelle de l'espace, de narratif. Vous savez, en géopolitique, chacun essaie d'imposer son narratif. Et depuis 2015, ils ont restructuré leur narratif, les Français, et pour essayer de comment faire de telle sorte que les soldats français soient bien vus par les populations au Sahel. Et ça a donné 2 opérations qui se sont passées au Mali. Une opération à Gao qui a consisté à aider à reconstruire le marché. Ils ont même expliqué, dans des documents que j'ai eu à consulter à l'époque, ils ont même eu à expliquer que toutes ces opérations de remettre en forme les marchés, faire des aménagements ci et là, constituent à s'insérer dans le tissu social, dans le tissu économique. Et la deuxième opération, c'est les distributions de flyers qu'ils ont eu à faire au Mali un certain nombre d'années, où ils distribuaient des flyers dans différents villages pour inciter les gens à venir vers eux en disant que la France va les aider, de dénoncer les terroristes, etc. Pourquoi je cite ces 2 événements-là? En réalité, ce dont vous parlez en disant que les réseaux étaient chauds, ce réchauffement-là est artificiel. C'est la conclusion d'une stratégie de propagande mise en place par les officines françaises. Donc ça passe par des faux comptes, des bots, des comptes IA sur les réseaux sociaux. Ça passe par un certain nombre de nouveaux médias qu'ils ont créés, qui sont censés relayer ces choses-là. Et donc, leur objectif, il est très clair. C'est faire de telle sorte que il y ait des dissensions au sein de notre armée pour que la marche qu'on est en train de prendre s'arrête. Et donc, ils divulguent de fausses informations. Ils font la promotion de tel individu au détriment de tel individu. Ils essaient de susciter des ambitions égoïstes ci et là. Ils essaient de donner des rumeurs comme telle personne voudrait faire ça, etc. Telle personne est embrouillée avec telle personne a comme des informations du genre, il y a eu telle réunion, il y avait telle personne. C'est de la fausse information, c'est de la propagande. Et c'est là où je vous interpelle. Il faut quand même, vous les médias et les autres structures, il est temps quand même d'être plus actifs. Parce que Renouveau, c'est des médias crédibles. Donc, il faut que vraiment... Le regard croisé, on donne la parole. Voilà, il faut qu'à chaque fois que ces informations sortent, qu'il y ait une bonne collaboration entre vous et les pouvoirs publics, de telle sorte à pouvoir véhiculer les bons messages. Parce que, comme Sadio Kamara l'a dit, dans cette guerre, si tu enlèves la guerre informationnelle, le combat devient très simple. Merci beaucoup. M. Touré, donc vraiment les réseaux sociaux, quelques jours avant ce communiqué-là, vraiment c'était un tourbillon terrible. Oui, c'était trop surchargé. On s'appelait de partout pour demander. On suit un manque de matière première qu'on appelle un communiqué officiel. C'était le soulagement. Le communiqué officiel était le soulagement, le déclic. Parce sans un support officiel, il était difficile, la matière informaelle, la première matière. C'est là où il est important de rappeler ce communiqué en date du 14. Qu'est-ce que le communiqué dit? Un groupuscule a été arrêté visant à déstabiliser les institutions de la République avec un État étranger. Donc, les arrestations, c'est en violation des procédures pénales. Les enquêtes judiciaires suivent leur cours. Donc, c'est pour dire que jusqu'ici, la présence d'innocence est actée jusqu'à la finalisation du procès. Maintenant, les réseaux étaient surchargés. Le gouvernement aussi, à un moment donné, a pris le temps nécessaire pour rassembler un maximum d'éléments avant de faire le communiqué. Il ne faut pas se précipiter. Mais qu'est-ce qu'on peut voir de ce communiqué de façon visuelle? Il y avait non seulement la fermeté, la gravité, parce qu'en voyant le mille, c'était pas facile. La fermeté, la gravité de l'air qui nécessite vraiment une union sacrée. Donc c'est pour ça que j'avais dit que les enseignements, cet événement nous a montré que malgré tout, l'union sacrée entre les forces armées n'a pas été. Donc l'union reste intacte. C'est ça l'objectif. L'objectif c'est de dire qu'au sein des forces armées, il y a tout. Il n'y a aucune trouble. C'est-à-dire que les forces armées maliennes s'entraident.
la hiérarchie est respectée, les opérations continuent pour le bien-être des populations. C'est ça le principal message. D'accord. Yatara, on va terminer avec vous. Le rôle des réseaux sociaux dans cette affaire. Bon, les réseaux sociaux, c'est un peu l'information brute. Bon, contrairement aux chaînes comme Renouveau, Africable et Jout, où vous traitez d'abord l'information avant de la diffuser. Comprenez, c'est un peu parce que nous sommes on est toujours à la recherche du sensationnel. Et quand on est à la recherche du sensationnel, forcément, le Mali aime le sensationnel. Comprenez, et c'est ce qui fait qu'on donne plus de crédibilité souvent aux informations qui viennent des réseaux sociaux que souvent qui viennent des médias classiques. Comprenez, donc on aime. Mais il y a beaucoup de risques quand même. Hein? Oui, forcément, avec la loi sur la cybercriminalité, effectivement, il y a beaucoup de risques et il va falloir vraiment qu'on fasse beaucoup attention, que ceux qui utilisent ces moyens-là fassent beaucoup attention, parce que là, la loi sur la cybercriminalité qui est là, à tout moment, ça peut se retourner contre celui qui a donné l'information. Mais en conclusion, je dirais juste que sortons du sensationnel, souvent mettons un peu la tête sur les épaules et ne faisons pas de préjugés. J'ai dit, personne n'a intérêt à ce que cette transition se déstabilise. Personne n'a intérêt à ce que l'État vacille, que la République vacille, surtout en ces temps difficiles. Mais c'est pour cela aussi qu'on doit aussi sortir de l'émotionnel. Et moi, j'ai dit, la façon dont on a donné l'information, c'est pas que je doute pas de l'information, je doute de l'information, mais j'aurais voulu, en la qualité de grande muette de l'armée, j'aurais voulu, après ces enquêtes, après les arrestations, qu'on les mette directement à la disposition de la justice et que la justice fasse son travail. Et que le délit Mouri vienne à la justice. Merci, M. Yatara. Nous allons entamer le deuxième thème de cette émission Regard croisé. Ça, c'est la rencontre du président des États-Unis, Donald Trump, et celui de la Fédération de la Russie, Vladimir Poutine. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, on le dit, le monde est devenu un petit village. Donc, vraiment, quand deux superpuissances se rencontrent, surtout pour la fin d'une guerre en Ukraine qui date de quelques années, donc forcément, il y a des répercussions dans le monde. Monsieur Badi Aïdara, rencontre Poutine-Trump ou Trump-Poutine, donc en Alaska, quelles conséquences pour le monde entier? Parce que tout le monde est lié aujourd'hui. D'abord, quelles conséquences pour le monde entier? Je dirais que ce n'est pas que tout le monde est lié. Nous, on a les deux pieds, les deux mains dans cette affaire. Aïe. Parce que nous avons choisi un bloc. Mais sauf que la bonne nouvelle, c'est quoi? Je vais venir directement à ce qui concerne le Mali, pour qu'on comprenne. Historiquement, quand des pays africains essayent de se relever, la puissance néocoloniale de tutelle, que ce soit la France ou l'Angleterre ou les États-Unis, qui contrôle le pays, essaye de soumettre le pays. Quand il n'y arrive pas, il va chercher d'autres occidentaux pour l'accompagner dans ce sens-là. Donc, historiquement, à chaque fois que nous, on essayait de s'en sortir, il y a la France qui appuie, si nécessaire, les États-Unis accompagnent. Je donne quelques exemples. Et la machine redoutable, l'OTAN. L'OTAN. Et je donne quelques exemples. La crise ivoirienne, où la France et les États-Unis étaient alignés contre Laurent Gbagbo, et Kadhafi, où la France et les États-Unis étaient encore alignés. L'Angleterre aussi. Effectivement. Sauf qu'il ne vous a pas échappé que cette guerre se fait sur la zone européenne, la guerre ukrainienne, mais il n'y a pas d'acteurs européens sur la table. Il n'y a pas la France sur la table. Pourquoi je dis cela? Ça veut dire que aujourd'hui, notre adversaire néocolonial, la France, n'a plus le soutien et n'aura plus le soutien des États-Unis, parce que la France, avec l'avènement de Trump, n'aura plus le soutien des États-Unis en ce qui concerne leur confrontation, leur lutte de domination pour nous dominer dans l'espace Sahel. Ça, c'est un enjeu très important. Et aussi, ça voudrait dire quoi? La Russie est un partenaire stratégique du Mali. Cette rencontre renforce la position géopolitique de la Russie et donc met la Russie dans de meilleures dispositions pour nous aider davantage. Et ça, cette aide-là, ce n'est rien d'autre que nous avons besoin de bâtir des forces de défense et de sécurité de haut niveau. Parce que quand on parle d'un pays, c'est d'abord contrôler un territoire, arrêter les malfaiteurs, assurer la quiétude
permettre aux gens de vivre, de travailler correctement, de se soigner et d'envoyer leurs enfants à l'école. Et donc, c'est la mission que nous avons actuellement au Mali pour les prochaines années, 5, 10, 15 années à venir, c'est bâtir notre outil de défense. Et c'est un événement majeur parce que, historiquement, depuis la fin de la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, le monde, c'est deux blocs, les Russes et les Américains. Avec l'affaiblissement de l'URSS, l'Europe est devenue le deuxième pied. Là, on voit même le lieu de la rencontre, vraiment rien, etc. Donc, rien ne fait au hasard. Aujourd'hui, on revient dans un monde avant la Deuxième Guerre mondiale, ou l'entre-deux guerres, où il y a deux puissances majeures qui règlent les problèmes du monde, qui s'assoient pour régler les problèmes du monde. Disons trois, parce qu'il y a la Chine aujourd'hui. Et ces trois puissances-là sont la Chine, les États-Unis et la Russie. Tous les autres gravitent autour de cela. La bonne nouvelle pour nous, les Maliens, c'est que nous avons des partenariats très avancés avec la Chine et la Russie. Et quand on relie tout cela aux enjeux de BRICS qui arrivent, aux enjeux de monnaie, de l'AES, etc., c'est une très bonne chose. C'est un repositionnement de la Russie qui s'affirme diplomatiquement. C'est un déclassement de l'Europe. L'Europe qui a ses deux pieds, ses deux mains sur nos coups depuis plus de 400 ans. Monsieur Yatara, aujourd'hui, vraiment, tous les pays du monde sont liés, que ce soit l'économie, la politique, l'information. Donc, Trump et Poutine se rencontrent en Alaska pour régler le problème de l'Ukraine. Donc, aujourd'hui, quelles conséquences pour nous tous? Merci bien. Bien vrai qu'ici, ce n'est pas le théâtre des opérations, mais le monde, c'est un petit village, entre guillemets. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'endroit est symbolique. L'Alaska, c'est l'Union soviétique, enfin, la Russie qui a cédé l'Alaska aux États-Unis. Oui. Vous comprenez, donc le lieu est vraiment symbolique. Et c'est à quelques kilomètres aussi. Exactement, et c'est pour cela que Poutine a dit que Trump m'a accueilli en bon voisin. Donc c'était indirectement pour dire qu'il m'a accueilli sur mon propre territoire, mais malheureusement ça ne l'appartient plus. Et effectivement, c'est une rencontre entre deux puissances qui s'articule autour de 10 points, essentiellement répartis entre l'économie, les finances, les armements stratégiques et surtout l'Ukraine aussi. Je crois que à la fin de la rencontre, je ne pense pas qu'un accord a été trouvé définitivement sur l'Ukraine, mais peut-être sur les autres aspects, sur les autres thèmes, ils ont dû s'entendre. Vous savez, de l'entente de ces deux puissances dépend aussi de l'équilibre du monde. Vous comprenez, quand la Russie, aujourd'hui, l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques et les États-Unis s'entendent, franchement, le monde est en paix. Mais généralement, quand ils s'affrontent aussi, les positions aussi géopolitiques varient en ce moment. Je crois que souhaitons qu'ils puissent s'entendre et qu'on puisse vivre dans un monde en paix. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vraiment, comme Trump nous l'a montré, que sans les États-Unis, l'OTAN était une coquille vide? Non, en fait, l'OTAN ne tient que par les États-Unis, ça c'est clair. Comprenez, ça c'est clair. L'OTAN, quand tu enlèves aujourd'hui l'OTAN des États-Unis, enfin, quand tu enlèves les États-Unis de l'OTAN aujourd'hui, c'est une coquille vide. Et ça c'est clair. L'OTAN ne tient que par les États-Unis. Mais vous savez, cette guerre aussi a trop duré entre les deux puissances. C'est vrai, on n'est plus dans la guerre froide entre les deux blocs. Mais force est de reconnaître que cette guerre aussi froide entre les deux blocs a laissé beaucoup de traces. Mais aujourd'hui, avec la position de la Russie dans le monde, est-ce que c'est un bon vent pour nous les Maliens? Bon, vous savez, la position de la Russie, je ne pense pas qu'on puisse vous pousser c'est pas comme au temps de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Vous comprenez, les États-Unis discutent surtout avec la Russie par rapport aux armements stratégiques. Mais par rapport au commerce ou autre, c'est avec la Chine que les États-Unis discutent. Vous comprenez? Donc malheureusement, la Russie n'est pas aussi une puissance économique comme la Chine. Vous comprenez? Donc forcément les États-Unis... Mais une puissance militaire. Oui, c'est ce que je l'ai dit. C'est ce que j'ai dit forcément. C'est ce que j'ai dit. C'est une puissance militaire. Généralement, l'essentiel des discussions entre les deux pays passe par l'entente sur les armements stratégiques. Ça passe par là. Mais sur les relations commerciales, c'est beaucoup plus avec la Chine et l'Union européenne que les États-Unis discutent.
Vous comprenez? Donc la Russie n'est pas l'Union des républiques socialistes soviétiques aujourd'hui, malheureusement. L'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais on dit souvent aussi que celui qui a le feu, il a la richesse. C'est vraiment une puissance. Et derrière la République derrière l'Union des républiques socialistes soviétiques, il y avait beaucoup de pays qui sont aujourd'hui dans le bloc de l'Ouest aussi, pratiquement qui ont quitté l'Est et qui sont dans le bloc de l'Est, ou qui sont complètement désagrégés en 2 ou 3 États. Donc, vraiment, il ne reste que la Russie maintenant. Et les États-Unis discutent avec la Russie que par rapport aux accords sur les armements stratégiques. Mais par rapport aux accords commerciaux, c'est forcément avec la Chine et avec les pays. Mais il n'y a pas que le commerce, hein? Non, j'ai classifié les choses. Par rapport au commerce et aux finances, les États-Unis discutent franchement avec la Chine et l'Union européenne. Mais par rapport au serment stratégique, il n'y a pas de discussion. Il n'y a de discussion qu'avec la Russie. C'est la part des choses. Voilà, c'est tout. Oui, merci beaucoup, Dr Touré. Oui. Donc, on est loin des opérations de l'Ukraine, mais en réalité, quand des superpuissances se rencontrent, les enjeux mondiaux sont là. Oui, tout à fait. La première lecture, c'est que cette rencontre qu'on appelle la rencontre des géants, des poids lourds, en termes de puissance, marque l'humiliation de l'Europe. Cela veut dire que l'Europe est en décadence. C'est-à-dire que vraiment l'Europe a été humiliée par Donald Trump. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Avec l'arrivée de Trump, c'est la réelle politique. La politique tourne autour des intérêts, non pas autour des amis. C'est-à-dire que c'est des intérêts américains. Trump l'a dit, cette guerre, ce n'est pas ma guerre, mais il faudrait que je mette fin. Cela veut dire que la rencontre Trump-Poutine a montré que la guerre qui s'est passée en Ukraine, comme dans d'autres guerres, il y a des États sponsors. Sinon, pourquoi Trump s'intéresse tant à cette guerre? Parce que Trump n'est pas acteur direct dans le conflit. Donc, c'est-à-dire que c'est la guerre de l'Ukraine. Cette rencontre prouve à suffisance que la guerre de l'Ukraine. Avant, le narratif que l'Europe mettait ici, tout le monde pensait que l'Europe était un géant, ils étaient puissants, ceux qui disent qu'ils font le faire. Ils ont fait ça à Kadhafi. Mais aujourd'hui, avec Trump, on a vu que réellement, c'était pas ça. Non, Trump l'a dit, dans les rencontres même de l'OTAN, Trump l'a dit qu'il faudrait que chaque État mette un peu de l'argent, qu'ils réforment leur budget, qu'ils cotisent plus, sinon les États-Unis quitteront l'OTAN. Et Trump l'a dit, même les armements que l'OTAN va prendre, que les États-Unis vont donner à l'OTAN, vont être remboursés, soit par l'Ukraine, soit par les pays membres de l'OTAN. Donc pour Trump, il n'y a rien. De plus que la puissance américaine qui entretienne l'influence européenne dans les conflits mondiaux. Voilà. C'est-à-dire dans l'OTAN, au sein même de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe? Trump, ça sent bien que c'est la puissance gardienne, c'est elle qui assure l'Europe, c'est elle qui assure l'OTAN, prend dessus. C'est-à-dire que la France. Et dans toutes les décisions, qu'est-ce que Trump dit? Quand un pays tiers de l'Europe affirme quelque chose, Trump dit ça n'a pas de valeur. Parce que lui sait que le dernier mot lui revient. Mais Dr Touré, au début de la guerre, les pays occidentaux, ils livraient des armes, ils envoyaient de l'argent, des milliards d'euros. Mais pourquoi, avec l'avènement de Trump, pourquoi l'Europe aussi ne peut pas taper les points sur la table? Ça ne peut pas se faire sans nous. Trump l'a dit, même les 500 milliards de dollars qui auraient été envoyés, Trump dit que ça c'est parti où? C'est-à-dire que l'Europe n'est pas en mesure de financer la guerre en Ukraine. L'Europe n'est pas en mesure d'assurer seule la défense face à la Russie. Donc en réalité, il n'y avait que les États-Unis. Il n'y avait que les États-Unis. C'est pour ça que j'avais dit, cette rencontre prouve à suffisance que dans les conflits et les foyers de tension, il y a des États sponsors. Sinon, pourquoi Trump va rencontrer Poutine? Est-ce que c'est les États-Unis et l'Ukraine? C'est pas sa guerre. Donc, cela veut dire que quelque part, l'Ukraine est soutenue par des États sponsors, notamment l'Europe, notamment l'OTAN, notamment Donald Trump. Donc, c'est un acteur majeur, mais il n'est pas directement lié. Donc, ce qui prouve à suffisance que le conflit malien, que les gens comprennent ou pas, il y a toujours des États sponsors qui sont dans la désinformation, la déstabilisation et dans la manipulation. Et pour revenir, quelles vont être les conséquences? Pour nous, les conséquences, c'est quoi? Ça rehausse notre partenaire stratégique qui est la Russie. Parce que la Russie est le partenaire stratégique malien qui ne se gère pas dans notre politique intérieure, qui suit la logique malienne. Maintenant, une dernière question sur ce thème. Le risque nucléaire. Le risque est vraiment grave. Parce qu'avec ces manœuvres-là que nous avons vues aujourd'hui, vous savez que beaucoup de pays ont de l'armement nucléaire. Oui. Comment stocker tout ça? Je ne suis pas un spécialiste, mais en réalité... Bon, quand on fait une petite pensée, ça fait peur. Oui, parce que ce sont des armes destructrices qui sont là, qui sont stockées.
et nous sommes dans le même monde qu'eux. Non, pour dire, Voilà. je ne pense pas si les États-Unis et les Russes vont utiliser ces armes. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait constaté, il y avait un narratif qui disait que Trump va envoyer des sous-marins nucléaires. Medvedev, le Premier ministre, qui dit qu'on a les boutons autodestructeurs. Donc, l'arme nucléaire aujourd'hui, C'est la dissuasion. c'est la dissuasion. Mais, Non, après Hiroshima, c'est la dissuasion. c'est la seulement. dissuasion, mais en réalité, il ne faut pas que ça tombe entre les mains de ceux qui peuvent en utiliser. Sinon, Poutine comme Trump connaissent les conséquences. Et pour dire, durant cette rencontre, c'était des échanges de 7 heures. Il y aurait non seulement l'Ukraine, et ça veut dire que ce qui se passe, les armements nucléaires, les armements terrestres ont été discutés. D'accord. Donc c'est pour dire que la question nucléaire, c'est une question sanitaire, mais que Dieu nous en préserve. D'accord. Monsieur Yatara, d'accord, il y a tout ça, il y a l'économie, il y a le monde qui évolue, mais toutes ces armes-là sont sur la terre. Et nous sommes tous sur cette même terre ici. En réalité, les risques nucléaires aujourd'hui, en quelques secondes. Bon, enfin, le risque nucléaire est grand quand même, mais j'avoue que ce sera très difficile aujourd'hui, au XXIe siècle, de pouvoir utiliser l'armement nucléaire. Peut-être que les conditions d'entretien peuvent peut-être ne pas être adéquates et que ça puisse exploser. Sinon, l'utiliser contre une autre population ou l'utiliser contre un autre État, ce sera très difficile aujourd'hui. Comprenez, très difficile aujourd'hui. C'est juste des armes dissuasives. Comprenez, et la possession de l'arme nucléaire peut peut-être dissuader certains États. Donc vous savez, les généraux russes ne blaguent pas avec cette... Non, ils sont un peu dans la propagande, ils ne vont pas l'utiliser. Ils vont pas l'utiliser. Je sais qu'ils ne vont pas l'utiliser. Personne, même les États-Unis, ne vont pas utiliser l'arme nucléaire. Plus forte raison la France ou l'Angleterre. Je crois qu'on est, c'est juste des armes dissuasives qui permettent à l'État de se protéger. Donc pas de risques. Non, je ne pense pas qu'il y ait des risques. Mais sauf les conditions d'entretien, on se rappelle de Tchernobyl. Oui, je vois. C'est peut-être les centrales nucléaires. La nature est en Voilà, les centrales nucléaires, il fallait les entretenir. Sinon, les armes nucléaires, à un certain niveau, je crois qu'il va même arriver un jour peut-être où on va même enlever les têtes nucléaires et pour qu'on puisse rester en paix. Monsieur Adra, quelques secondes sur ça, les risques nucléaires. À quand l'AES va essayer elle aussi d'avoir l'arme nucléaire? Ah, Bientôt. Moi je vois ça sur ce sujet. À tout moment, les Occidentaux, chaque pays a le droit. Ah, mais Personne n'a le je droit. vois le sourire de monsieur Yatara là-dessus. Donc, oui, tu Pour répondre, les recherches ont déjà commencé. On est en train de on va pas lancer ce débat. Merci beaucoup. Donc, nous allons terminer vraiment avec cette triste nouvelle. Le décès de M. Tcheblé Dramé, il y a eu beaucoup de dommages. Donc, M. Waïda Tcheblé Dramé était nommé politique, plusieurs fois ministre au Mali. Donc, vraiment un des acteurs du mouvement démocratique. Alors, effectivement, mes condoléances à toute sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique. Effectivement, la mort, c'est quelque chose qui nous frappera tous. Et face à la mort, les adversités doivent se taire. Nous ne partageons pas les mêmes visions. Nous ne partageons pas les mêmes visions politiques, mais on peut quand même reconnaître qu'il a été un acteur important de notre histoire politique depuis les événements de 91 jusqu'à récemment. Et nous lui souhaitons repos et je pense que au-delà de son décès, c'est vraiment une grande perte pour la classe politique. La classe politique malienne est en plein renouvellement. Nous avons eu le départ de Soumaïla Cissé, nous avons eu le départ de Faye Beka. Donc je pense que nous sommes vraiment à un tournant charnière générationnel au niveau des grands hommes politiques de notre pays. Nous espérons que la relève fera encore mieux que Tcheblé et ses illustres compagnons, avec tout ce qu'ils ont eu à donner pour le pays. Souvent, beaucoup peuvent se dire on fait notre vie tranquillement, on n'a pas de soucis, mais se donner à la cause du pays, c'est pas facile. Ça attire des critiques, des craintes, beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennemis, beaucoup de situations difficiles. Et je pense que dans ce pays, plutôt que de cracher sur les hommes politiques, nous devons vraiment encourager des hommes politiques, bien sûr d'un autre type que ceux que nous avons connus. Et encore une fois, mes condoléances à sa famille. D'accord. Monsieur Yatara, avec le décès de Tcheblé Dramé, nous avons vu vraiment les hommages venant de partout. Vraiment, ça a été un moment de communion, un moment vraiment d'union, et vraiment autour de ce décès.
Non, effectivement, Tchèblin Darmé incarne un peu le visage du mouvement démocratique. Effectivement, il a été de la lutte pour l'avènement de la démocratie. Mais il faut surtout retenir que, à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, il a été le plus jeune prisonnier politique. En 1977, il avait 22 ans quand il a été arrêté avec les Victor Sy, les Ibrahim Tchokari, qui a été déporté à Kidal. À 22 ans. Et avec les Victor Sy, Ibrahim Tchokari, il a été déporté à Taoudeni, à Kidal, à Bourissa. Comprenez, à 22 ans déjà, il était encore dans le bain de Taoudine, de Kidal et de Bourissa, donc c'est vraiment le plus jeune prisonnier politique jusqu'à l'heure actuelle. Et il a été élu secrétaire général de l'UNEM, l'Union nationale des élèves étudiants du Mali, précisément le 27 décembre 1978. Et il a cédé le poste de secrétaire général à Abdou Karim Kamara Kadi Cabral, précisément le 17 février 1980. Et un mois plus tard, Cabral est décédé précisément le 16 mars 1980. Et donc c'est vraiment une figure de la lutte estudiantine. Et on retient de cela de Tchèblin Dramé, vraiment un homme vraiment très sociable aussi. Vous savez, il a été ministre des Affaires étrangères 2 fois, sous la transition la première transition et sous aussi la transition, sous Ibeka aussi. Comprenez, il a été ministre sous Alpha aussi. Oui, tout à fait. Il a été l'unique et le seul ministre des zones arides et semi-arides. C'est un poste qu'Alpha avait créé et c'est quoi qu'après son départ aussi, ce ministère aussi c'est complètement disparu. Il a été le seul qui a occupé ce ministère-là, mais après lui, ce ministère même a disparu. Le ministère des zones arides et semi-arides. Et c'était aussi le beau-frère de Alpha Omar Koné, du président Alpha Omar Koné, vraiment paix à son âme et aussi à sa famille politique, à sa famille biologique. Mes condoléances les plus attristées. Docteur Touré. Oui, tout dans la même dynamique, mes condoléances à la famille de l'illustre disparu. Quant à l'homme politique, c'était une figure importante de l'histoire récente du Mali, de par son parcours. Et surtout ce qui m'a beaucoup marqué, l'étape de l'enfance, c'est que le parrainat qu'on appelle le parti du mouton blanc. Donc, malgré qu'on ne connaît pas Tchèblé, mais dès que tu vois le mouton blanc, on dit ça c'est parrainat. Voilà, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire, qui continue de marquer l'histoire. Paix à son âme, paix à sa famille politique. Eux au Mali, notamment, c'est un grand homme politique, mes hommages à toute sa famille. Et nous avons vu vraiment beaucoup d'anciens figures, notamment l'ex-président de la République. Tout à fait, malgré l'âge, il tient bon. Il était bien portant, le président Alpha, les anciens premiers ministres. Et vraiment, c'était, comme on dit souvent, les actes malheureux, les grands hommes se rencontrent. Donc, les faits qu'il y avait donc c'est pour montrer qu'il y avait une symbiose, une parfaite harmonie de la scène politique malienne autour de sa famille pour l'accompagner jusqu'au sa dernière demeure. Votre dernier mot le dernier mot, à la fin de l'émission. Dernier mot, c'est pour dire toujours force, hommage aux forces de renseignement, aux FAMA, que je suis vraiment heureux de constater que le moral est au bon fixe, la cohésion reste intacte. Et j'encourage les uns et les autres à comprendre que nous sommes dans un tournoi décisif qui nécessite une union sacrée. Et cette union est la clé pour faire face aux tentatives de déstabilisation, de manipulation et de désinformation. D'accord. Monsieur Aydara, quelques mots pour boucler l'émission. Que les Maliens sachent que ces opérations de complot vont se répéter et que la seule solution contre cela, c'est l'unité du peuple, c'est la volonté du peuple d'aller au bout de notre chemin. Et c'est le plus important à retenir et que qu'on fasse attention à ne pas instrumentaliser l'armée. Et si l'armée tombe, c'est le Mali qui tombe et nous en subirons tous les conséquences. Merci, monsieur Aydara. Monsieur Yatara, on va sortir avec vous. Je cherche juste que la paix revienne. La paix revienne et que ces dossiers ne fassent pas tache d'huile au sein de nos forces armées de sécurité. J'attends vivement la judiciarisation du dossier, que toute la lumière soit faite. Je sais que personne n'a intérêt à ce que le pays soit déstabilisé aujourd'hui. Et je sais encore moins, je présage de rien, encore moins parmi ces gens qui ont été arrêtés, il y a quand même certains d'entre eux qui se sont sacrifiés pour ce pays-là, corps et âme. Et j'espère de tout cœur que la justice nous édifiera par rapport à ce qui s'est fait contre l'État.
Et je crois que s'ils sont coupables, je dirais qu'on les châtie, mais s'ils ne sont pas coupables aussi, qu'on leur restitue leur honneur. D'accord, nous allons tous rester derrière la justice malienne. Merci Dr Amadou Touré, merci M. Abdallah Tra, merci Badi Aïdara. Donc nous allons nous retrouver la semaine prochaine ici autour d'autres thèmes. Donc c'est la fin de l'émission Regard Croisé. On était avec Bintou Napo à la réalisation au son Fousseni Daou et à la diffusion Draman Kone sous la supervision de la direction. Donc nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Regard Croisé le samedi prochain. Merci et à très bientôt.